Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver en ce jeudi midi. Mon nom est Cheyenne, je suis responsable marketing chez Nexus Innovation. Aujourd'hui, on vous propose un webinaire qui va vous inspirer, c'est certain. On va vous présenter comment tirer parti de l'IA dans votre PME en s'inspirant des cas à succès. Ce sujet il nous tient particulièrement à cœur parce qu'on l'a présenté récemment lors de la conférence que nous avons donnée à Stratégie PME. Ça fait 2 semaines de ça. Et puis, comme tout le monde n'a pas pu être présent au salon, on s'est dit que ça pouvait être bien d'élargir l'audience de cette conférence grâce au format virtuel que proposent les webinaires. Donc, c'est ça. Alors, on vous propose de vous installer confortablement. On va aller explorer ensemble des exemples concrets, des bonnes pratiques et surtout des idées pour que l'IA devienne un vrai levier dans votre entreprise. Donc, je vous propose qu'on aille jeter un coup d'œil à l'agenda du jour pour voir comment on a décidé d'aborder le sujet aujourd'hui. Donc, pour commencer, on va parler des conditions de succès d'un projet IA, puis on va voir quelques études de cas qui sont inspirantes de divers secteurs. Ensuite, on va vous présenter les tendances et perspectives du marché. Si vous avez déjà suivi notre webinaire sur l'IA et les histoires d'horreur, vous aurez peut-être vu passer le graphique. Donc, ça sera une petite piqûre de rappel. Et puis, on vous parlera également des méthodes de livraison à succès qu'on a expérimentées chez Nexus. Puis, à la fin du webinaire, on va se garder un petit moment pour vous expliquer comment nous, Nexus, on peut vous aider dans l'adoption de l'IA et on va aussi répondre à vos questions. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas à les mettre dans la boîte de clavardage qui est en haut du chat. Donc, avant de débuter dans le vif du sujet, je voudrais d'abord vous présenter mes collègues. J'ai avec moi Donald Brosseau, qui est directeur Data and AI chez Nexus Innovation. Est-ce que tu veux te présenter, Donald? Oui, bonjour. Donc, effectivement, mon nom est Donald. Moi, je travaille dans l'industrie des TI depuis déjà une vingtaine d'années. J'assume que le gris dans ma barbe ici avait déjà trahi mon âge de toute façon. Euh, puis j'ai vraiment une historique, dans le fond, de génie logiciel. J'ai joué beaucoup de rôles techniques. Puis dans les dernières années, un peu plus de 10 ans, vraiment plus au niveau de la gestion des opérations d'entreprise. Donc, j'ai participé à la belle croissance chez Gsoft, puis aussi la belle croissance chez MoveAI. Et me voici maintenant avec l'extraordinaire équipe de Nexus Innovation. Hey, merci, Super. Donald. Merci de partager ce temps-là avec nous autres. Je vais prendre la balle au bon, Cheyenne, si tu me permets. Samuel Vas-y. Lapointe, je suis partenaire puis je suis vice-président chez Nexus Innovation. Mon rôle, c'est vraiment de m'assurer qu'on aide de la meilleure façon possible les PME au Québec puis que les projets qu'on fait sont pertinents. Puis je pense, Donald, c'est notre premier webinaire ensemble. Je confirme. OK, bon, on va espérer que ce ne sera pas le dernier, puis qu'on a assez de valeur offerte pour lancer ça. Donc, merci d'être avec nous. Merci de prendre le temps. Le temps, c'est pas mal un des éléments les plus précieux que vous avez à nous donner. Fait que notre objectif aujourd'hui, ça va être de s'assurer que vous en avez assez de valeur pour cette période-là. Puis j'ai l'honneur de lancer le webinaire, puis j'aime ça le faire en expliquant un petit peu ce qu'on essaie d'accomplir aujourd'hui. On a eu tellement de discussions dans les derniers mois. Ouais. On a participé à plusieurs événements. En fait, pour ceux qui ont fait des événements dans les quelques dernières années, il y a deux choix, là. Soit c'est un événement sur l'intelligence artificielle ou c'est un événement où l'intelligence artificielle est comme en trame de fond. Mais on n'a pas le choix. C'est un sujet qui est présent. Puis, je me rends compte que c'est assez difficile de passer à côté quand c'est dans notre face comme ça. Puis on se faisait la réflexion, Donald, si tu te souviens, on était à All-In ensemble, puis on se disait qu'il y a une espèce de fatigue qui s'installe. On en entend tellement parler, il y a tellement de choses, il y a tellement d'informations. Pourquoi pas faire un webinaire là-dessus, on s'est dit. Mais au final, ce qu'on veut vraiment, c'est des cas concrets. On va essayer d'arriver à rendre ça le plus tangible possible parce qu'on ne se le cachera pas, toutes les organisations ont une forme ou une autre de plan AI. S'il n'y en a pas dans votre organisation, c'est probablement juste parce que ça va être annoncé au retour des fêtes, mais toutes les organisations ont cette espèce d'objectif-là d'adopter, utiliser, transformer avec l'intelligence artificielle. Puis on se retrouve dans une espèce de drôle de situation parce que c'est comme si on avait déjà identifié le moyen pour améliorer les organisations, mais la cible reste encore extrêmement floue. Puis si on y pense un peu, c'est comme si, je me faisais la réflexion hier, c'est comme si je vous disais, on ne sait pas trop où on veut aller, mais je sais qu'on y va en vélo.
Puis ça crée une espèce de ça crée une espèce de drôle de questionnement parce que bon, il va en vélo, il va avoir quoi là-bas? Est-ce qu'on s'en va-tu vers monter des côtes? Je dois-tu amener un manteau? Puis j'espère que vous avez ce même feeling-là, parce que sinon mon allégorie de vélo va partir vraiment nulle part. Mais c'est cette espèce de flou-là où les gens viennent nous voir en disant on veut l'utiliser, on veut l'utiliser plus, on veut l'utiliser mieux, mais exactement quoi? Comment, c'est ça qui est un petit peu plus difficile. Fait que là, notre objectif aujourd'hui, c'est comme je dis, c'est très similaire à ce qu'on a présenté à Stratégie PME il y a quelques semaines. On va vous montrer deux choses. On veut vous montrer des cas qui ont eu du succès d'implantation d'outils d'intelligence artificielle. On veut pouvoir en parler, le célébrer aussi, puis aussi vous montrer qu'est-ce que ça prend pour y arriver. Donc, c'est quoi les meilleures étapes pour livrer un projet? Donc, si vous partez avec l'objectif d'utiliser ou de faire de l'intelligence artificielle, d'y donner une place plus importante dans la prochaine année, bien, il y a quand même des bonnes pratiques à mettre en place. Puis ici, en passant, c'est une photo que vous voyez de notre équipe à Stratégie PME. Si vous posez la question pourquoi est-ce qu'on a tous des chapeaux de cow-boy, ben, c'est parce qu'on voulait que tout le monde sache que chez Nexus, on fait de l'IA! On part avec ça. On fait justement de l'intelligence artificielle, mais on fait aussi plein d'autres choses. Puis un petit mot sur l'organisation. On se positionne comme le partenaire technologique des PME au Québec. C'est avec les petites, moyennes entreprises qu'on a le plus de plaisir depuis le début. C'est avec eux qu'on a eu la plus grosse croissance. L'idée, c'est vraiment d'arriver en utilisant les bons outils, à permettre à des organisations de se transformer, puis à leurs employés, surtout à leurs employés, à travailler mieux sur ce qui compte. Fait que dans un monde où on parle énormément d'automatisation, on parle d'efficience, moi, j'aime beaucoup mieux parler d'impact. On veut augmenter l'impact de chaque personne qui utilise nos solutions au sein de leur organisation. C'est vraiment la mission. Puis, on peut le faire là, en étant présent dans la réflexion stratégique, définir des feuilles de route, des projets qui vont être porteurs, la découverte, l'analyse de projets ou d'opportunités, bâtir des bons business cases, le développement, l'implantation puis l'adoption des technologies. Fait que ça, c'est à propos de nous, mais maintenant, parlons technologie, parlons d'intelligence artificielle. Donald, c'est quoi les conditions de succès pour arriver à avoir des projets d'intelligence artificielle qui fonctionnent? Oui, puis c'est important de parler des conditions de succès, Samuel, parce qu'on ne veut pas pédaler dans le vide pour faire référence à ton analogie tantôt. J'ai eu peur que ce soit parti de ça, mais non, l'analogie du vélo va rester. Fait que dans le fond, on va vous présenter rapidement 4 cas à succès de projets sur lesquels on peut s'inspirer. Puis tout au long de la présentation, on va vraiment vouloir prendre les éléments de chacun de ces projets-là qui en ont fait un succès et de pouvoir dire concrètement de votre côté comment pouvez-vous réaliser une initiative, un projet en garantissant au maximum son succès. Bien, on va s'inspirer de ces 4 cas-là. Donc, je vous les présente à l'instant. Fait que le premier a été un projet dans le domaine des assurances, puis comme vous le savez, là, quand on est courtier, on doit travailler avec plusieurs assureurs. Et le but a vraiment été de pouvoir aller aider les courtiers, récupérer des offres de différents assureurs, de pouvoir les comparer les uns avec les autres. Et aussi de pouvoir structurer l'offre de service. Oui, ce qu'on voyait dans ce domaine-là, c'était des courtiers qui passaient une grosse portion de leur temps à regarder des offres, prendre des informations dans des PDF, les mettre dans un fichier Excel pour pouvoir faire des analyses comparatives. Il y a vraiment quelque chose à faire pour améliorer leur expérience. Ça, c'est le premier projet qu'on va s'inspirer aujourd'hui pour parler de la présentation. Le deuxième en est un vraiment dans le domaine de l'éducation, où là, en fond, le but était de pouvoir aider les enseignants à pouvoir faire de la correction. Donc, on parlait de vraiment pouvoir prendre des commentaires vocaux pour pouvoir améliorer et rendre plus rapide la tâche qui est parfois très longue de faire de la correction, de faire des rétroactions plus rapides et vraiment personnalisé. Donc, c'était vraiment un accélérateur dans le day-to-day des enseignants dans la correction des travaux des étudiants. Le troisième qu'on va prendre en exemple est vraiment dans l'industrie du tourisme. Donc, on parle de la prédiction de l'achalandage. Puis ça, c'est un genre de cas qui s'applique dans beaucoup d'industries. Là, c'est vraiment dans le domaine du tourisme. Donc, on va se baser sur ce qu'on appelle la saisonnalité. Donc, les cycles où les gens vont vouloir faire du tourisme, les prédictions météo, puis l'objectif principal à ce moment-là était d'aider à la planification de la main-d'œuvre. Donc, sur les différents sites, comment est-ce qu'on peut prévoir les gens qui doivent travailler pour être capables de pouvoir traiter et gérer l'achalandage qui est à venir. Et le quatrième cas qu'on va s'inspirer
et dans le commerce du détail. Donc, vraiment de pouvoir donner des recommandations pertinentes aux clients en fonction de ce qu'ils consomment, ce qu'il a regardé dans la boutique électronique. Donc, identifier des produits qui vont être pertinents pour eux à venir et le tout sans avoir à passer toujours par un expert. Vous comprendrez que pour la présentation, on n'a pas nommé le nom des clients par respect, mais ceux-ci sont tous des cas qui sont bien réels derrière. Donc, de là, on va pouvoir passer à l'étape des 3 piliers. Puis, les 3 piliers sont les éléments fondamentaux sur lesquels on va s'asseoir sur le restant de la présentation. Et c'est vraiment, je vous dirais, les 3 éléments qui ont permis aux 4 cas que je viens de présenter de réussir. Puis le premier, mais c'est la simplicité. Puis quand on entend simplicité, on s'entend vraiment de se focaliser sur quelque chose qui va être spécifique, qui va permettre de répondre à une problématique qui est vraiment bien réelle. Et c'est là qu'on peut vraiment arriver avec une solution qui va être à la fois simple et utilisable. Le deuxième pilier important est au niveau de la méthodologie de travail. Donc, en se basant sur une méthodologie spécifique et répétable, on est capable de pouvoir établir des critères de succès et aussi définir comment que le projet va se dérouler, quand est-ce ralentir ou augmenter la cadence. Et cette méthodologie-là a vraiment fait une différence fondamentale dans les 4 cas discutés il y a quelques instants. Et le dernier, et non le moindre, garder l'humain au centre. Ça peut avoir l'air très populaire d'utiliser l'humain au centre, mais dans le cadre de projet d'IA, c'est encore plus important que dans un projet technologique régulier, parce qu'il va avoir aussi un inconnu, parfois une part de l'impact que les solutions pourraient avoir dans le day-to-day des individus. Donc, vraiment, de garder les humains impliqués au centre de votre initiative fait vraiment une différence fondamentale et c'est ce qui a fait le succès des 4 projets précédents, donc tant le domaine de l'assurance, dans l'éducation, du tourisme que le commerce du détail. On peut maintenant passer aux conditions de succès que je serais curieux, Sam, de t'entendre parler sur cette condition-là. C'est un des premiers, c'est sûr que c'est une bonne condition de succès. Ça vaut la peine de se le rappeler, là, puis c'est rare. C'est rare que les gens vont nous challenger là-dessus. Hein? On ne fait pas un projet pour le fun de faire un projet. Puis pour reprendre un peu l'allégorie du vélo, on veut vraiment définir une cible avant de décider de prendre son vélo puis de commencer à pédaler. Donc, là où ça peut vraiment avoir un impact sérieux, c'est pas juste de répondre à un vrai problème, mais c'est d'être capable de vraiment identifier la valeur que ça représente de répondre à ce problème-là. Parce qu'on peut vite partir dans une direction, surtout dans les projets d'intelligence artificielle, et on peut se retrouver à terme où on a comme perdu la direction qu'on voulait avoir. Donc, c'est d'identifier le problème qu'on veut corriger, puis c'est aussi de s'assurer qu'on n'est pas en train d'essayer de répondre à un symptôme, on répond à un problème. Donc, si on veut utiliser l'intelligence artificielle pour corriger le fait qu'on travaille de la mauvaise façon, on va juste travailler de la mauvaise façon un petit peu plus rapidement, mais de façon un petit peu plus automatisée. Donc, ça vaut la peine d'avoir cette réflexion-là, puis de choisir le bon sujet à adresser, surtout quand on veut essayer de créer un momentum dans une organisation. C'est là que ça va avoir un réel impact. Il y a trop de projets qui sont des preuves de concept ou des choses comme ça qui viennent pas nécessairement avoir un impact réel. Puis là, on dirait que ça vient créer une espèce d'opinion négative sur les projets technologiques, des projets d'intelligence artificielle. Puis on a beaucoup plus de difficultés à pousser les prochains puis à amener l'organisation plus loin. Je vais voir un exemple spécifique, là, si on revient à l'exemple du tourisme. À ce moment-là, l'organisation avait une difficulté à bien planifier sa main-d'œuvre. Donc, parfois, elle se retrouvait understaff ou parfois overstaff, ce qui veut dire qu'il y avait vraiment des enjeux au niveau soit de la satisfaction client ou de la rentabilité. Et la solution qui était identifiée dans ce cas-là était passée par la prédiction d'achalandage. Mais l'idée n'était pas de faire une prédiction d'achalandage. L'idée était de hey, on a besoin d'améliorer notre planification au day-to-day, donc on répondait à un vrai problème. Et pour moi, la prochaine étape, c'est d'avoir des objectifs qui sont clairs. Donc, au-delà de dire j'ai un vrai problème, concrètement,
qu'est-ce que je veux être capable de résoudre. Puis, je vais revenir sur, on parlait de tourisme il y a quelques instants, je vais continuer avec ce filon-là. Dans ce cas-là, on voulait être capable de pouvoir prévoir l'achalandage, mais spécifiquement au niveau des 7 prochains jours. Donc, pas partir sur quelque chose sur une saison complète. Donc, si on était capable d'identifier un achalandage environ à 10% près de la réalité sur les 7 prochains jours, ça permettait de pouvoir faire une planification adéquate. Donc, il faut vraiment s'assurer aussi que le projet qu'on fait, il y a une cible qui est vraiment spécifique, parce que si jamais avec votre vélo, vous montez la mauvaise montagne, puis tu arrives en haut, tu es essoufflé, puis tu n'es pas à la bonne place, c'est pas très agréable comme sentiment. Très apprécié encore que tu utilises le vélo, Donald. Merci d'embarquer. Le troisième, on l'a abordé dans les piliers, mais je pense que ça vaut la peine de garder des humains engagés. Puis ça vaut la peine de répéter que le principal frein des projets technologiques, ce n'est pas les technologies, c'est l'adoption. Une solution, c'est juste aussi bon que l'utilisation qu'on en fait. La valeur de la solution qui est livrée, elle se matérialise quand elle est utilisée. Pas quand elle est livrée, mais quand elle est utilisée. Et ça veut dire qu'il y a plein de bonnes pratiques qui ont des fois rien à voir avec l'intelligence artificielle. C'est des pratiques d'ingénierie logicielle, c'est des pratiques d'adoption, c'est des pratiques de gestion de changement qui doivent rester. On va parler d'écouter les utilisateurs, aller chercher leur feedback, aller chercher les vrais pains qu'ils vont vivre. On va parler d'avoir un porteur de dossier, quelqu'un qui connaît vraiment bien le côté business, qui va être capable de prendre des décisions rapidement, simplement. Puis, comme je vous dis, c'est vrai dans les projets d'intelligence artificielle, mais c'était aussi vrai il y a quelques années quand on faisait juste des projets logiciels. C'est cette même réalité d'avoir des gens qui sont drivés. On veut créer un momentum, il faut qu'on suive, puis on s'assure d'avoir les gens qui suivent le projet. Il n'y a pas de surprise quand ça arrive en production. Puis le quatrième élément, et dans le fond, c'est vraiment d'être en mode itératif. Puis j'apprécie vraiment en fait le fait que d'une part, moi, je reste au fond moi-même un ingénieur qui a la méthodologie de travail. Fait que c'est vraiment ma slide préférée. Puis en prime, j'ai droit à la photo de Samuel. En plus de te parler, je trouve ça extraordinaire. Blague à part, dans le fond ici, ce qu'il faut comprendre, c'est une des clés du succès d'un point de vue méthodologie est vraiment de commencer petit et de grandir vite. Si vous essayez de manger une bouchée trop gros ou qui ajoute trop de complexité, où je reviens au point précédent, qui chamboule trop le day-to-day des gens dans l'organisation, ça peut créer un frein. Donc, le fait de se dire, on va partir avec quelque chose qui est vraiment très spécifique et de le faire grossir avec le temps va beaucoup aider à la gestion de risque. Prenons l'exemple du cas des courtiers d'assurance que je parlais en début de rencontre. Bien, à ce moment-là, ici, plutôt que de partir sur l'ensemble des assureurs qui sont possibles, eh bien, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti avec un petit sous-ensemble qui représentait la majorité des cas qui étaient à traiter et aussi sur des types de contrats qui étaient spécifiques. Parce qu'autrement, si tu pars dans toutes les directions, c'est difficile de venir livrer de la valeur. Fait qu'une fois que tu as réussi à livrer un premier morceau qui est fonctionnel, qui est utilisable, là, on peut commencer à rajouter, par exemple, des assureurs ou d'autres types de cas et de grandir tranquillement, pas vite, comme ça. Puis pour moi, le volet itératif, c'est vraiment un élément fondamental pour grossir sans se créer des problèmes, en fait. Mm-hmm. Puis on arrive finalement à la dernière condition de succès qui est un peu un sanity check. On appelle ça le test de la une. C'est très simple. Posez-vous la question en lançant le projet. Si ça se retrouve, si ce projet-là se retrouve à la une des grands journaux, c'est une bonne ou une mauvaise chose? Ça ne veut pas dire qu'on doit refuser le projet ou on ne doit pas le faire, c'est juste qu'on va l'adresser, on va le traiter différemment. Il y a énormément de bruit qui se fait sur l'intelligence artificielle. Il y a des craintes aussi, donc il faut être sûr de gérer cette sensibilité-là parce que ça peut venir faire dérailler des projets très rapidement. Oui, 100% vrai. Merci beaucoup, Samuel. Puis avant de rentrer dans la méthodologie, je souhaitais prendre un moment avec vous pour vraiment parler de tendance du marché. Parce que les projets qu'on réalisait il y a 1 an et demi sont déjà en évolution importante par rapport à ce qui va se réaliser dans les prochains mois, années à venir. Donc, il faut vraiment comprendre cette tendance-là pour être capable de l'adapter dans notre contexte de réalisation. Fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a grosso modo 3 approches possibles pour résoudre une problématique. La première, c'est vous le faites de façon personnalisée. Ce qu'on entend par personnalisé, c'est de partir de données brutes,
d'algorithmes qui sont disponibles et de monter un modèle qui est vraiment très, très, très spécifique à votre écosystème, à votre industrie. Le deuxième, c'est de prendre des modèles qui sont existants. Puis ici, par modèle, on peut sous-entendre aussi des LLM, donc des copilotes, Azure OpenAI, ChatGPT, mais aussi des modèles de prédiction, des modèles qui permettent de pouvoir lire des photos, interpréter du texte, etc. Et il y a la dernière option qui est vraiment plus ce qu'on appelle l'AutoML, qui se veut pour les citoyens scientifiques de données qui voudraient être capables de faire des prédictions par eux-mêmes. Cette option-là est bonne pour les plus petites entreprises. C'est beaucoup plus difficile de venir industrialiser une solution, mais ça peut souvent répondre à des problématiques qui sont simples sans avoir à bâtir toute la grosse quincaillerie qui va autour. Fait que si on regarde un peu la tendance du marché, il y a quelques années, bien, au niveau des PME, on était dans un écosystème où on développait majoritairement des modèles personnalisés. Ça, c'est des projets qui étaient coûteux. C'est pour ça qu'à l'époque, il y avait des gros programmes de subvention pour encourager l'innovation, pour pas que les entreprises aient à dépenser une fortune pour arriver à faire un peu de prédictif. Et là, on commençait déjà à voir certains modèles qui étaient disponibles. Je pensais, entre autres, être capable de prendre une facture en photo, puis pouvoir l'amener dans votre système financier. Il y avait déjà des outils qui utilisaient là-dessus. Et plus le temps avance, plus on voit que vitesse grand V, il y a des modèles qui sont existants, qu'on est capable d'utiliser à plusieurs sources. Là, je ne vous dis pas que c'est magique, c'est un plug and play. Il y a un petit peu d'adaptation à faire, on doit encore traiter la donnée, puis faire de la configuration au niveau des modèles, mais on parle parfois jusqu'à 5 fois moins cher que les projets qu'on faisait il y a déjà il y a 4-5 ans, voire même il y a déjà 2 ans, il y a déjà une baisse drastique au niveau des prix. Et ça, pour moi, ça change la game complètement. Parce que ça fait qu'aujourd'hui, les PME peuvent se permettre de faire des produits avec un grand impact pour une fraction du prix que qu'est-ce qu'on voyait il y a quelques temps. Et donc, la méthodologie de livraison qu'on va parler tantôt va tenir compte de ce changement-là de tendance au niveau du marché. Samuel, est-ce que ça te tenterait de nous faire l'intro à la méthodologie de livraison? Ça va me faire plaisir. Je suis un fan de méthodologie de livraison. Et en fait, je pense que il y a, à chaque projet sa façon, mais je pense qu'il faut juste comprendre la distinction importante parce que des projets, on en livre, les organisations en livrent depuis très, très, très longtemps. Des projets d'ingénierie logicielle, ça existe depuis longtemps. Ils ont leur méthode. Et là, je pense que ce que je voudrais vraiment qu'on soit capable de démontrer, c'est la différence. Qu'est-ce que le fait d'arriver avec des projets qui intègrent de l'intelligence artificielle? Qu'est-ce que ça vient changer réellement dans les grandes étapes de livraison? Puis au final, c'est un changement qui est important, mais qui est très important, qui est central dans la nouvelle méthode. Donc, si on regardait une livraison de solutions dans les dernières, dans un projet que je vais appeler plus standard, mais of course, on commence par un plan stratégique. Quand on parle de plan stratégique, je reviens à, on a des objectifs d'affaires, on ne fait pas un projet pour faire un projet, ce n'est pas fait pour le fun. Donc, on définit nos objectifs, on a une vision. Ça fait partie d'une feuille de route, donc c'est inscrit. On sait à peu près quel genre de retour sur investissement on va aller chercher. On a un budget qui a été établi. Donc, on a toute cette structure-là. Donc, l'équipe de livraison va être capable d'avoir vraiment leur ordre de marche, puis ils savent qu'est-ce qu'ils veulent venir chercher. Puis là, ensuite de ça, on rentrait, peu importe, puis là, on parle de développement sur mesure, que ce soit des solutions low-code qui existent. On rentre dans un principe d'ingénierie logicielle. On va s'assurer d'avoir une bonne expérience utilisateur. On va écouter, on va prendre les besoins des utilisateurs, on va bâtir l'architecture de la solution. On va développer de façon incrémentale, assurance qualité, on va faire nos tests bout en bout et on va livrer la solution. Puis en même temps, on va pouvoir s'assurer une bonne gestion de changement, une formation, adapter les nouveaux processus documentés. Donc, on a ce principe-là qui est la méthode à très haut niveau de livraison d'une solution de logiciel de façon générale. Quand on rentre en mode avec l'intelligence artificielle, il y a un élément qui doit être pris, c'est qu'on a toute cette nouvelle tranche de technologie où
au final, il va falloir commencer à trouver la meilleure stratégie d'intégration entre la portion données, architecture pour l'intelligence artificielle et les mêmes principes d'ingénierie logicielle qu'on va avoir. Je pense que c'est important de nommer que c'est même dans des grands projets d'intelligence artificielle, il reste une grosse portion de projet qui reste de l'ingénierie logicielle de façon claire. On doit pas, les mêmes principes restent, de l'expérience utilisateur. On doit s'assurer qu'on a des solutions qui sont pérennes, qui peuvent vivre dans le temps. C'est juste qu'on va rajouter cette espèce d'élément qui est l'intelligence artificielle qui donne pas nécessairement toujours en fait, qui donne pas les mêmes résultats aux mêmes demandes. On est dans un autre type de paradigme. Il faut s'assurer qu'on est capable d'avoir la bonne stratégie pour intégrer les deux ensemble. Et c'est le gros du travail, aussi le gros du changement aujourd'hui. Dans les projets qu'on avait auparavant, à chaque fois que je faisais X, on arrivait à Y. Maintenant, c'est plus mathématique. Donc, à chaque fois que je fais X, on arrive à un range avec lequel on est confortable ou pas. Et c'est ça qui est à garder en tête dans des projets avec l'intelligence artificielle. Ce qui est vraiment intéressant, quand on reprend nos 4 cas succès qu'on jasait tantôt, c'est vraiment la façon de venir l'intégrer dans le day-to-day des gens. Fait que si jamais, je reprends mon exemple d'assurance, je l'aime beaucoup, le fait que l'outil était intégré dans les flows day-to-day, au jour le jour des courtiers, ça fait que l'application et les modèles peuvent être utilisés pour vrai. Donc, c'est vraiment important de s'assurer que quand on le fait, qu'on l'intègre, qu'on l'amène dans le day-to-day. Puis, moi, j'adore ce slide-là qui est, dans le fond, une boîte de puzzle parce que pour moi, souvent, faire de l'IA, c'est comme d'avoir plein de boîtes de puzzle dans lesquelles vous avez mélangé ensemble plein de pièces. Alors, c'est possible de monter un portrait qui est vraiment unique pour nous, qu'on veut être capable de créer. Et ça vient aussi avec un enjeu que moi j'appelle l'incertitude, dans le sens que quel chemin que je dois prendre en fonction des données que j'ai, en fonction des modèles ou des modèles ou des différents outils qui sont disponibles. C'est quoi le puzzle que je me montre? Et on arrive à ce que j'appelle la balance. Donc, le but étant de définir le chemin que nous croyons qui va être le plus efficace avec les différents puzzles qui sont disponibles, donc les pièces de puzzle, pour pouvoir répondre à la problématique et maximiser le ROI. Il y a vraiment beaucoup de chemins qui peuvent se rendre à Rome, surtout si tu le fais en vélo. Hein, Samuel? 100%. Mais ici, ce qu'on veut être capable de faire à cet endroit-là, c'est de définir les chemins qu'on croit qui vont être les plus efficaces. Dans certains cas, ça peut être très évident. Dans d'autres cas, on peut en dessiner 2 ou 3. Si on prend l'exemple du tourisme, à ce moment-là, on avait vraiment 3 stratégies différentes qu'on voulait être capable de tester. Et on veut être capable de choisir celle qui va être qui va éviter de dupliquer les coûts d'Anne-Structure. Parce qu'il faut comprendre que plus un modèle est complexe, plus il va consommer de données ou qu'il va devoir prendre du temps de réentraînement. On consomme derrière des ressources matérielles. Donc, et aussi, ça peut augmenter la complexité d'utilisation. On revient à un pilier tantôt, la simplicité. Donc, on veut vraiment faire quelque chose qui va être le plus petit, le plus simple possible pour justement éviter de débalancer complètement et se retrouver avec des coûts qui peuvent être parfois très élevés à la fin. Puis, une bonne étape pour être capable de garder une belle balance, c'est au niveau de la planification de l'ensemble de votre portfolio. Sam, toi, je sais que tu as un amour particulier de la planification stratégique. Je serais curieux de t'entendre un peu plus là-dessus, mon brave. C'est quelque chose que j'adore parce que c'est tellement simple et tellement important. C'est un exercice qu'on vous conseille de faire. C'est parmi les exercices qu'on fait le plus souvent aussi avec des clients de Nexus. C'est très, très simple. Hein. Prenez vos grands membres d'équipe, assoyez-les tous dans une salle. Bien entendu, je vous donne une méthode. Vous pouvez le faire sur d'autres façons, mais il y a rarement quelque chose qui va plus vite qu'un atelier qui va durer pendant une journée. Là, on se dédie un peu à ça. Puis on va sortir les grands. En fait, la première étape, c'est qu'on va former tout le monde sur qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle parce qu'on veut éviter que les individus commencent à partir sur plein de tangentes. Là, ça devient des fois la baguette magique qui va régler tous les problèmes. Donc, il faut que tout le monde ait une compréhension à peu près commune de ce que l'intelligence artificielle, ça mange en hiver. Et ensuite, on va venir vraiment identifier une série d'opportunités, un genre de vrai brainstorm, et on va venir
classer ces opportunités-là sur un cadran qui, je pense qu'on l'a sur la prochaine slide, sur un cadran d'effort sur l'impact. Et ne serait-ce que de commencer comme ça, ça va gérer les attentes de tout le monde, ça va clarifier qu'est-ce qui s'en vient, puis qu'est-ce qu'on pourra faire, puis on a déjà un début de feuille de route. Si votre organisation a un plan IA en tête ou veut adopter l'intelligence artificielle, c'est la première étape. Commencez par ça, vous allez pouvoir placer ces points-là, vous allez pouvoir commencer à faire un travail entre est-ce que j'ai des quick wins, comme on dit, là, des gains rapides, est-ce que j'ai des projets porteurs devant moi, on va pouvoir les identifier, puis on pourra les travailler un après l'autre, mais au moins on est capable de mettre le tout sur une feuille de route, puis montrer à toute l'organisation où est-ce qu'on veut aller, puis qu'est-ce qu'on va attaquer en premier, et surtout, qu'est-ce qu'on ne fera pas. Parce que c'est là qu'un plan stratégique a le plus de valeur, c'est dans les décisions qu'on prend. Et de choisir de ne pas faire quelque chose, c'est une décision. Donc, c'est très, très simple. C'est bête, méchant, mais c'est très efficace. Puis ton projet porteur, on peut le découper en gains rapides. On parlait tantôt justement de l'application pour les courtiers. Eh bien, le projet porteur, c'est de pouvoir prendre l'ensemble des cas qui sont disponibles avec l'ensemble des assureurs, mais gain rapide, on part avec un subset, puis on est vraiment spécifique et ça permet de pouvoir accéder à de la valeur d'affaires rapidement. Donc, une fois qu'on a identifié un projet, après ça, c'est une série d'étapes pour le livrer. Puis ça, je pense qu'on rentre vraiment plus dans c'est quoi la bonne méthode pour s'assurer de livrer un projet correctement. Oui. Puis au début, la première fois que j'ai vu cette slide-là, puis j'ai vu méthodologie de projet qui garantit votre succès, j'ai eu une petite gêne. Puis je me suis dégêné complètement parce que pour moi, une méthodologie qui garantit le succès, c'est aussi celle qui te dit quand est-ce que tu dois arrêter. Donc, d'avoir ce courage de savoir prendre une pause et de respirer avant d'aller de l'avant. Alors, plongeons dans le détail de chacune des étapes, donc cadrage, lancement, livraison, évolution, et débutons par la période de cadrage, et qui est un terme que je crois aujourd'hui qui est quand même assez répandu. Parfois, on va avoir des termes comparables, similaires aux termes que je vous propose aujourd'hui, mais potato, patato, la philosophie reste la même. Puis au niveau, dans le fond, du cadrage, on veut être capable de vraiment venir faire l'alignement du projet, s'assurer qu'on vient au début. Est-ce qu'on répond à un vrai problème d'affaires? C'est quoi les objectifs qu'on veut être capable d'atteindre? Et que je parlais de pièces de puzzle tantôt. Donc, d'établir la stratégie, comment est-ce qu'on va être capable de faire notre chemin à travers cette incertitude-là pour maximiser le ROI, faire la stratégie d'intégration, comme Samuel le mentionnait tantôt, mais vient aussi le moment de faire une stratégie de gouvernance pour conserver l'humain au centre. Souvent, à ce moment-là, on va vouloir déjà avoir une maquette ou deux pour pouvoir voir comment que ce qu'on veut établir va venir s'intégrer de la façon la plus simple possible dans le day-to-day des personnes. Donc, une fois que ton cadrage est fait, on va passer à l'étape du lancement, où là, vraiment, le but va venir pouvoir faire l'analyse de la donnée, tester les différentes stratégies qu'on a établies et vraiment de choisir le chemin le plus efficace. Je n'ai pas beaucoup parlé tantôt jusqu'à maintenant du cas de l'engin de recommandation. Eh bien, dans ce cas-là, quand on a fait le projet, notre stratégie numéro 1, elle a été catastrophique, en fait. Donc, ça ne marchait pas du tout, les résultats n'étaient pas du tout au rendez-vous, ce qui nous a obligés à passer aux stratégies B et C qu'on a testées et qui nous a permis de pouvoir vraiment nous ramener sur le droit chemin et de nous assurer d'avoir un chemin, là, au final, qui est efficace dans un environnement réel. C'est tangible, déjà, on peut commencer à y toucher. C'est pour moi le moment qui vient, le moment le plus important, qui est, j'appelle ça, le feu vert, qui est vraiment une étape où on veut se poser, puis on prend une grande respiration, puis on se confirme que, hey, on peut continuer à aller de l'avant. Que ce qu'on vient de vérifier nous confirme qu'il y a un ROI, que le projet va avoir un impact dans le day-to-day des gens, qu'on répond à la vraie problématique et qu'on peut continuer. Je pense que ce qu'il faut comprendre le plus important, c'est des projets qui incluent de l'intelligence artificielle. C'est impossible d'avoir une certitude de résultat.
Puis, au final, toute la méthode de livraison, elle se bâtit sur comment je peux gérer cette incertitude-là. Ouais. Puis c'est pour ça que chacune des étapes est présente. C'est une gestion de risque pure et dure. Okay? Il y a une chance, même si elle est minime, il y a une chance qu'on ne puisse pas avoir les résultats dans le projet. Donc, si ça arrive, on veut le trouver le plus vite possible. Puis on veut aussi se mettre des barrières dans le projet pour s'assurer qu'on se regarde dans le miroir, puis on n'est pas en train de s'envoyer dans un chemin qui va nous amener vers la catastrophe. C'est purement une gestion d'incertitude. Oui, puis un exemple que j'aime bien donner dans le feu vert, je vais prendre l'exemple au niveau de la prédiction de l'achalandage. Eh bien, à ce moment-là, ce qu'on avait constaté, c'est que pour pouvoir être spécifique dans certaines régions géographiques du Québec, il allait y avoir des efforts supplémentaires qui allaient être nécessaires à investir pour avoir une bonne qualité de prédiction. Il y avait des tendances vraiment uniques dans cet endroit-là. Et au feu vert, on était juste tous conscients qu'on s'embarquait dans quelque chose qui allait nécessiter un peu plus d'énergie qu'on avait anticipé dans certains secteurs. Puis, en fait, même à ce moment-là, pour être très exact avec vous, il y a 2 régions géographiques qui avaient été repoussées plus loin dans le temps parce qu'on a voulu se concentrer là où il y avait vraiment un gain dans les grands centres où il y allait avoir beaucoup d'attractions et de tourisme. On revient à commencer simple. Oui, merci Samuel. Fait qu'une fois que le feu vert a été fait, on va vraiment passer à l'étape de la livraison de MVP. Fait que pour les gens qui ne sont pas dans le jargon technologique du day-to-day, MVP, ça vient de Minimum Viable Product, qui est un concept d'ingénierie logicielle qui existe depuis déjà un bon moment, qui est le principe d'avoir une première version fonctionnelle la plus petite possible. Donc, qui est vraiment capable de déjà apporter une valeur tangible à certains groupes d'utilisateurs, pas nécessairement l'ensemble des utilisateurs, où on a vraiment déjà fait une intégration qu'on appelle de bout en bout, donc de la donnée jusqu'à une intégration complète dans votre écosystème technologique, ou que ceci a été testé par des utilisateurs clés. Et vraiment que ces gens-là qui sont vos champions, les gens qui peuvent vraiment permettre de pouvoir tester l'application dans le day-to-day, commencent à l'intégrer dans leur processus au jour le jour ou la semaine, dépendamment du processus que vous voulez corriger. Et à ce moment-là, il faut comprendre que le projet est loin d'être complété. On a une première itération qui fonctionne, qu'on peut commencer à prendre. Je vais revenir sur mon exemple d'assureur. À ce moment-là, on ne couvrait même pas complètement un assureur. On était vraiment dans quelque chose d'embryonnaire, mais déjà qu'on pouvait venir chercher vraiment des bouts d'offres et commencer à les structurer. Donc, il y avait de quoi de concret que des courtiers pouvaient commencer à utiliser. Et c'est là qu'on est capable de passer à la phase de l'évolution qui se veut vraiment, là, ce que moi j'appelle, c'est là que l'aventure recommence pour de vrai, parce qu'on va vouloir inspecter et adapter. Un autre terme très connu du génie logiciel, où là, c'est vraiment l'endroit où on va continuer à ajouter des fonctionnalités, qu'on va continuer à améliorer tout le volet génératif ou prédictif, dépendamment de l'objectif du projet. Et la clé est d'atteindre un état de satisfaction. Donc, grosse nuance ici. Le but n'est pas d'atteindre exactement l'objectif d'affaires qui avait été établi au début avec un niveau de performance très spécifique, mais de dire « Hey, j'en ai assez, ça répond suffisamment à mon besoin. » Puis Samuel, tu mentionnais tantôt l'incertitude. Donc, on est confortable avec la zone d'incertitude qu'il va avoir et on va de l'avant. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, le but étant pas de brûler le budget qu'on s'était donné pour le fun de le brûler, mais de dire, hey, c'est suffisant, on arrête maintenant et donc on se ramène on regarde quelque chose qui va être simple et qui va garder la balance du prix le plus bas possible parce qu'on ne sera pas tout dans la complexité. Et de là. Il y a aussi toute la portion, je pense, qui est importante à noter, que les solutions évoluent aussi, puis le résultat peut changer avec le temps. Donc, on peut atteindre un niveau de satisfaction, commencer à utiliser la solution. Mais comme on n'est pas dans un environnement qui est déterministe,
ça peut arriver que mais il faut continuer à garder l'œil sur la solution puis la qualité des résultats qui sont donnés parce que des fois, ça peut nécessiter de la maintenance du support. Puis quand on parle de maintenance du support, on parle de venir comme repeaufiner, réamener la solution à un niveau de satisfaction. Donc, c'est quelque chose qui est réel. C'est comme si la solution était un peu vivante. J'aime pas utiliser le mot vivant parce que je veux pas faire peur à personne, mais il y a une réalité il y a de la variance dans le temps qui peut se créer dans ces types de solutions-là. Et la façon de garder un niveau de confiance élevé là-dedans, c'est de se doter d'un minimum de surveillance dans la stratégie de maintenance. Donc, on va avoir des tests automatisés qui vont rouler régulièrement, puis on va s'assurer qu'on reste dans un paramètre où tout le monde est confiant. Puis, lorsqu'un enjeu arrive, même s'il est petit, on est capable d'agir vraiment rapidement, ce qui veut dire qu'au final, pour les gens qui le vivent au jour le jour, eh bien, l'impact est peu ou pas visible. Tu parles de variance. Dis de quoi de plus variable que des tendances d'achalandage dans le tourisme, Samuel? Qui font du vélo. Exact. Je pense effectivement qu'il faut le garder en tête parce que c'est une réalité qui est spécifique un peu aux solutions d'intelligence artificielle. Ce que j'aime de la méthodologie ici, c'est que sûr, là, on parle de grands volets, les étapes et tout ça, mais c'est vrai autant pour un projet porteur qui va s'étaler sur plusieurs mois, par exemple, c'est des grosses transformations, mais c'est vrai pour les petites initiatives, les quick wins. C'est juste qu'on va passer un peu moins de temps sur chacune des étapes, mais les étapes sont nécessaires quand même. On veut cadrer le projet, on veut se permettre de dire non, on n'y atteint pas, on veut se donner le feu vert. C'est les mêmes étapes, c'est juste moins d'efforts à chacune des étapes. Donc, c'est la même méthodologie qu'on va utiliser d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est à peu près les points. Donc, comme je vous disais au début du webinaire, on voulait pouvoir vous donner des cas réels. Même que je propose, Cheyenne, on avait créé pour stratégie PME on avait appelé ça le Bingo Book, mais un livre avec plein de cas d'utilisation séparés par domaine. Souvent, comme je dis, les gens viennent nous voir, qui se sont fait donner la mission, on veut utiliser plus l'intelligence artificielle, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ça peut être un enjeu. Je pense qu'on pourrait vous le partager suite au webinaire pour que vous puissiez avoir un peu cette vision-là. Ensuite, comment est-ce qu'on peut vous aider à partir de là? Je pense, si je regarde un peu qu'est-ce qu'on va faire, nous, moi, Donald, l'équipe, en 2026, je pense qu'il va y avoir beaucoup, puis on va revenir à cette espèce de cadran-là. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de planification stratégique, puis c'est un exercice dans lequel on peut définitivement vous aider à regarder le potentiel des solutions dans votre organisation, identifier les quick wins, identifier les projets porteurs, être capable de les positionner, commencer à créer ce momentum-là. Et Nexus, on existe au départ en tant qu'une firme d'ingénierie logicielle, donc on de vraiment utiliser les meilleures pratiques de livraison de solutions pour planifier le projet et le réaliser avec un succès. Donc, ça va nous faire plaisir de vous aider si vous avez déjà des points ou des éléments que vous voulez adresser rapidement au courant de l'année prochaine. Définitivement, il y a quelque chose qu'on pourra faire ça. Mais même un pas plus tôt, là, vous aider à prévoir qu'est-ce que vous allez être capable de faire avec l'intelligence artificielle dans votre business de façon plus spécifique. C'est exactement ce qu'on peut proposer présentement. Puis je pense qu'il nous reste justement assez de temps pour prendre quelques questions qu'on a reçues de la part des participants. Exact. Comme on arrive un petit peu dans le temps imparti, on va y aller vite pour les questions. La première, ça serait, quelle est l'étape la plus importante dans le projet? Quelle question! J'aurais envie de répondre deux choses à ça. Parce que tu dois faire ça? Je pense que j'ai le droit de faire ça. Parce que c'est un peu le même point, en fait. Pour moi, l'étape la plus importante, c'est le feu vert, en fait. Parce que c'est le moment où on peut se confirmer que les stratégies qu'on a présentement sont les bonnes, que le ROI est là. Puis un peu dans le même sens, je dirais le moment où on cale qu'on a atteint l'état de satisfaction. C'est vraiment les deux moments où on se confirme que on en a assez, que la lumière est verte et qu'on peut commencer à aller en production, élargir les horizons, le rendre disponible aux gens ou au contraire, ralentir parce que c'est la bonne décision à prendre à ce moment-là. Qu'est-ce que tu en penses, Sam?
Je suis d'accord, mais au final, c'est ça, c'est la meilleure décision qu'on peut prendre. L'étape la plus importante, c'est de savoir quand s'arrêter. Puis c'est définitivement le plus gros risque, comme on est dans une situation avec beaucoup d'incertitudes, le plus gros risque de ces projets-là, c'est de ne pas s'arrêter. Pas s'arrêter quand on voit qu'on n'atteint pas les résultats. C'est définitivement les cas d'utilisation, les gains que vous pouvez avoir avec l'intelligence artificielle, il y en a énormément. Des fois, c'est juste pas celui-là. Prenez-en un autre. Arrêtez plus tôt, puis sautez sur une autre opportunité. Super, merci pour la réponse. Il y a 2 questions qui concernent les agents, donc je vais les coupler un petit peu. La première, ça serait, c'est quoi la différence entre l'agent Copilot Studio et celui que je vais faire avec un partenaire? Et est-ce que les agents sont juste une mode? Est-ce que tu veux te mettre en premier, Sam, ou tu Julien? Ben moi, je peux parler sur la mode des agents parce qu'on se fait beaucoup questionner, puis on se fait demander des agents. Je pense, est-ce que c'est une mode? Je dirais pas que nécessairement c'est une mode. Je pense que la multiplication des agents, je le considère plus comme étant un symptôme. Dans le sens que pour moi, un agent, c'est une façon d'interroger. C'est une interface pour interroger ou discuter avec un modèle ou de l'intelligence artificielle. Puis quand on se retrouve dans cette situation-là, c'est comme si pour moi, la multiplication des agents dans les organisations, c'est beaucoup plus un symptôme d'un manque d'intégration des solutions. Dans le sens que je travaille, là, puis ce que j'ai vu de plus en plus, c'est tout le monde utilise l'intelligence artificielle. Tout le monde maintenant a commencé à l'utiliser, se font ses petits agents, des choses comme ça. Tout le monde a commencé à le tester au minimum. Mais j'ai l'impression qu'on a automatisé des tâches de réflexion simples grâce à des agents, puis on s'est créé une expérience de travail terrible où je suis dans mon contexte, je suis dans ma solution, je suis dans mon ERP, peu importe, puis là, je sors de ça pour aller interroger un agent, je prends l'information, je questionne, je ramène ça de l'autre côté. Fait que je me suis créé des copies, des choses, puis l'expérience est nulle, puis au final, j'ai automatisé une réflexion qui n'était pas si mal, qui ne me dérangeait pas tant que ça de faire, puis je l'ai ajouter une quantité de tâches où je n'utilise absolument pas. Je trouve qu'au niveau de l'expérience, ça peut être assez difficile. Des fois, c'est la seule façon qu'on a d'interroger une intelligence artificielle. Fait que les agents vont rester, mais je pense que c'est comme une façon trop facile de travailler avec l'intelligence artificielle, de cocher les cases. Donc, on le fait. On utilise l'intelligence artificielle, mais vu qu'on n'a pas pensé à l'intégration, on n'a pas pensé à l'expérience de travail, on se retrouve souvent avec un symptôme qui est un problème. Écoute, si ce volet-là, je ne me verrais pas ajouter quelque chose d'autre, Samuel. Okay. Mais Nathan, il y avait aussi un aspect de la question sur la différence entre le Copilot Studio puis le faire avec un partenaire, donc de votre côté, comment vous organisez. Puis pour moi, la bonne façon, c'est est-ce que vous voulez faire quelque chose qui est très simple et uniquement pour, mettons, votre personne qui est comme individu. Puis à ce moment-là, de passer par Copilot Studio puis le développer vous-même, ça peut être une très bonne idée, mais dès qu'on parle de quelque chose qui va s'insérer dans un processus officiel, formel, qui doit être répétable, qui doit être utilisé par plusieurs individus, donc par plusieurs utilisateurs, là, je recommande plus de vraiment y aller avec un partenaire de réalisation parce que l'IA génératif, c'est pas magique, ça peut faire des erreurs, excusez-moi, ça fait des erreurs. Donc, il y a vraiment des patterns pour pouvoir venir gérer ces enjeux-là. Puis, c'est là qu'un partenaire peut venir vraiment vous épauler pour assurer que les réponses vont être efficaces et qu'ils peuvent s'insérer dans vos processus qui sont, disons-le, parfois vraiment critiques à votre succès. Oui, puis j'ai entendu souvent de plus en plus des équipes où il commence à se créer une espèce de débalancement. On a des gens qui sont très aptes à utiliser ou se créer des agents qui ont accéléré leur travail, qui arrivent à un certain rendu. D'autres personnes qui l'ont fait un peu moins ont peut-être créé des agents un peu moins performants qui arrivent à un rendu différent. Ce qui fait en sorte que puis tout le monde fait les mêmes actions. Tout le monde doit analyser un devis, tout le monde doit envoyer, peu importe du contexte. Quand on a ces mêmes actions-là qui sont faites par plusieurs personnes dans une équipe, je pense qu'il y a un gain réel à venir créer un agent d'entreprise que tout le monde va utiliser. Donc, ça devient un outil. On utilise tous ce même-là. Et là, il y a un investissement intéressant à faire dans le faire de façon concrète pour éviter qu'on se retrouve avec un débalancement dans la qualité de ce qui est livré dans l'organisation.
Pour donner un exemple concret, admettons que de votre côté, vous auriez un guide à suivre, des normes ou vraiment un document de plusieurs centaines de pages qui est un document de référence pour votre organisation. Mais à ce moment-là, probablement que c'est mieux de vraiment l'interroger avec l'aide d'un partenaire pour s'assurer que le type de recherche qui est fait derrière va permettre d'avoir de façon répétable une même qualité des réponses qui va être faite à ce document-là. Pour moi, c'est juste un exemple vraiment très spécifique où je vois que c'est très applicable d'utiliser, de passer par un partenaire versus le faire par vous-même. Superbe, merci à vous deux pour les réponses aux questions. On va s'arrêter là pour pouvoir respecter le délai qui est imparti. Comme les agents, c'est quelque chose qui vous parle, on a plusieurs questions là-dessus. N'hésitez pas à nous rejoindre pour le webinaire qui aura lieu dans 2 semaines parce qu'on va parler vraiment, on va se focaliser sur Copilot, son adoption et les bonnes pratiques. Donc, on va voir justement quelles sont les bonnes pratiques à adopter avant son adoption, si vous ne l'avez pas encore adopté, mais aussi pendant et après. Donc, c'est un petit teasing, puis vous allez recevoir l'invitation dès mardi dans votre boîte mail si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Sur ce, je vous remercie pour votre attention pour le webinaire. Et puis, merci aussi Sam et merci Donald de vous être prêté au jeu là, pour la présentation. C'est toujours un plaisir d'animer avec vous. Un grand plaisir. Merci beaucoup, Cheyenne. Merci tout le monde. Bonne après-midi.